l'opposition, des alternatives proposées par celle-ci. Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois ce soir, et pour représenter la majorité gouvernementale, Marouane Chbatou, membre du bureau politique du RNI et membre de la commission des finances à la Chambre des représentants. Bonsoir Marouane Chbatou, bienvenue. Bonsoir madame et merci de me recevoir. Merci à vous. Arnouch, que peut-on retenir, notamment en termes de création d'emplois, de création de richesses et de réduction de la pauvreté dans notre pays, surtout sur cette question de maintenir le pouvoir d'achat? Très bien, donc si vous permettez, en fait, j'aimerais avant de faire un bilan, même si il est un peu tôt de parler de bilan, puisque l'action gouvernementale dure depuis maintenant une année, et je pense qu'il faudrait déjà contextualiser les choses pour essayer d'expliquer à nos citoyens ce qu'on est en train de faire. Donc dans l'édito, j'ai bien compris qu'il s'agit donc de se poser la question de si c'est un PLF politique ou pas. Ben, la réponse est oui, parce que tout simplement, le gouvernement a procédé à un arbitrage très important, qui est celui donc de, par exemple, la caisse de la compensation. C'est un choix fort, parce qu'en fait, le choix qui se posait... Mais qui n'émane pas de cet exécutif. La caisse de compensation existe depuis plusieurs mandats, bien avant celui du gouvernement. C'est une question de dosage dans la caisse de compensation. Je m'explique. En fait, le choix qui se posait, c'était peut-être de revenir à des niveaux de compensation des années d'avant, c'est-à-dire à un niveau d'à peu près 70-80 milliards donc, de montants dans la caisse de compensation. Et le gouvernement a pris le choix de ne pas arriver à ce niveau-là, pour la simple raison qu'il faut quand même prendre en compte les équilibres macroéconomiques, qui ne sont pas un détail. Mais là, vous êtes déjà sur le PLF. Moi, je veux vraiment le bilan de cette année qui est écoulée, avant qu'on passe au PLF, si vous le permettez. En fait, c'est juste, c'est pour mettre le cadre, pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de déposer un modèle. Déjà, ce qui a été fait, on aimerait bien comprendre ce qui a été fait pour qu'on se projette sur ce qui va être fait, si vous le permettez. Donc, ce qui a été fait, madame, c'est donc au niveau de la compensation, une augmentation de 16 milliards pour résister à la montée des prix, donc, que le gouvernement a financé par le biais donc, de financement. C'est une augmentation donc, des salaires des employés du public, donc à travers justement les accords négociés dans le cadre du dialogue social. C'est l'augmentation des revenus minimums du secteur privé et du public. C'est le soutien du transport, donc justement pour encore une fois faire face à la problématique de l'augmentation des prix, et c'est le soutien des entreprises publiques, notamment la recapitalisation de l'ONE pour éviter que le prix de l'électricité n'augmente. Également des aides sectorielles, surtout dans les secteurs qui ont connu des crises importantes, comme le secteur du tourisme, pour 2 milliards, avec des aides directes aux travailleurs de ce secteur. Et puis bien sûr, pour faire face à l'autre crise importante que connaît le Maroc, c'est-à-dire la crise en rapport avec la sécheresse, et bien sûr, sur instruction de Sa Majesté, un programme de 10 milliards de dirhams pour le soutien des agriculteurs. Très bien. Voilà. Création d'emplois? Création d'emplois, donc en fait là, il faut différencier entre les stratégies conjoncturelles et les stratégies plus structurelles. Donc conjoncturelles, ça veut dire les programmes Força et Aourach qui sont là en réalité pour faire face aux dégâts donc, de la pandémie, et puis aussi faire face aux dégâts des différentes crises successives, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on est dans un cadre exceptionnel et qu'on a souvent tendance à l'oublier. Avec l'ensemble des crises, il faut des solutions imminentes, et ces programmes rentrent dans ce cadre-là. Et pour vous, c'est une réussite, Aourach et Força, en tout cas pour leur première année d'existence? Si c'est une réussite, on ne peut pas encore en juger, il faut attendre encore un peu, mais en tout cas l'objectif... Est-ce que vous avez fait le bilan de cette première année de Força et Aourach? Il y a un premier bilan, mais pour l'instant, ça a l'air d'être positif. Voilà. Ça a l'air. Ça a l'air d'être positif. Donc, mais je ne peux pas vous dire directement avec certitude, donc pour avoir les chiffres exacts... Selon un observatoire, c'est un échec, le programme Força, depuis son lancement. Mais il va être reconduit selon les annonces. Il va être reconduit, comme je vous l'ai dit, parce que la raison, elle est conjoncturelle, et c'est un programme qui est essentiel dans le contexte actuel. Même si c'est un échec, où il devrait être revu... Je ne peux pas vous répondre sur ce point-là, parce que je ne suis pas au courant de ce chiffre. D'accord, très bien. Voilà. Mais vous estimez que c'est une réussite? En tout cas, sur le concept et sur le principe, il faut le faire. D'accord. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures que vous avez évoquées ont permis de réduire la pauvreté, en sachant que le HCP vient de publier des chiffres quand même qui font froid dans le dos, 3 millions de personnes supplémentaires qui ont basculé dans la pauvreté et la vulnérabilité?
pour justement faire face à la pauvreté, je tiens à rappeler qu'en fait, c'est aussi une question de temps. Tout de suite, donc effectivement, les mesures de compensation ont été faites dans ce sens pour faire face à la montée des prix. Et je pense que la performance du Maroc peut s'évaluer tout simplement par le taux d'inflation qui est quand même le meilleur dans la région. Donc pour faire face justement à la montée des prix et protéger l'essentiel des Marocains qui souffrent de la montée des prix. Maintenant, les programmes du gouvernement sont des programmes qui vont avoir des effets à moyen terme plutôt. C'est-à-dire, par exemple, d'intégrer 22 millions de Marocains pour l'assurance maladie obligatoire. C'est un projet important. Projet royal. Projet royal, bien sûr. On n'a pas la prétention de dire ça, mais le gouvernement travaille jour et nuit pour le mettre en place et lui accorde des enveloppes importantes de l'ordre de 9,5 milliards de dirhams pour cotiser à la place des plus démunis. Très bien. Voilà. Driss Sentissi, peut-être un commentaire, que cela fait partie des promesses, n'est-ce pas, de la majorité gouvernementale d'atteindre une moyenne de 4% de croissance sur les 5 années de son mandat. C'est sûr qu'il y a un côté volontariste et courageux parce qu'il s'agit aussi de se donner les moyens pour y arriver. Maintenant, sur la crédibilité en fait, de ce chiffre, c'est normal que quand on constate que la croissance d'un des partenaires principaux du Maroc, qui est l'Union européenne, est prévue pour 2023 pour 0,5%, on peut se poser la question. En moyenne, parce qu'il y a des pays qui sont en récession carrément. Qui sont en récession, donc effectivement, dans tous les cas, c'est légitime de se poser la question. Est-ce que 4% c'est possible? Pour moi, oui, à condition qu'on ait une bonne année agricole. Comment je pourrais l'expliquer? Par exemple, on a le chiffre de 75 méga quinto. Si l'année agricole est correcte, c'est-à-dire au moins 60 millions de quintaux pour le blé, ça voudrait dire en fait une croissance de l'ordre de 10% du PIB agricole. Et si on considère que le PIB agricole représente 17% du PIB total, ça serait une contribution de l'ordre de 1,7% dans la croissance globale. Sachant aussi que la partie non agricole a connu donc une croissance cette année de 3,5%, que les prévisions de Banque Maghreb seraient de l'ordre de 2,5-3%. Sincèrement, ça me paraît faisable malgré que l'on puisse se poser effectivement des questions importantes. Malgré que nos partenaires commerciaux peuvent être en récession, vont être en difficulté économique, alors que les exportations peuvent en pâtir aussi. Donc d'un côté, on dépend et de la pluviométrie, si j'ai bien compris, mais aussi de nos partenaires. Tout à fait. D'ailleurs, le chiffre que vous dites, en fait, il se reflète dans la demande extérieure qui est de 2,5%. Et en réalité, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a aussi le moyen de diversifier les partenariats. Et je pense que le gouvernement devrait prendre en considération effectivement cette donnée et essayer de diversifier en fait les débouchés pour contourner. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc on ne va pas prévoir ça pour l'année de 2023. Justement, je ne suis pas le gouvernement, mais à mon avis, ils n'ont pas attendu maintenant pour le faire. OK. Voilà. Donc, et pour l'inflation? 2% d'inflation. Pour l'inflation, donc, par exemple, si je vous donne le chiffre de Banque Maghreb, il est de 2,4%, donc c'est à peu près la même chose. Je dirais que la tendance des prix du pétrole Brent ou bien des prix du fret à la baisse laisse penser effectivement qu'il va y avoir une pression à la baisse sur l'inflation, que la récession effectivement attendue au niveau de l'Union européenne aussi peut provoquer une pression à la baisse des prix. Oui, mais la reprise en Chine va avoir l'effet contraire. Effectivement, la Chine aujourd'hui, l'économie s'essouffle, mais on table sur une reprise solide de l'économie chinoise. Et qui dit reprise de l'économie chinoise dit hausse aussi des prix. Tout à fait, mais bon, est-ce que ça va vraiment au-delà de compenser, c'est-à-dire l'effet de la récession européenne? Ça, c'est à voir. Je n'ai pas les éléments pour répondre. D'accord, voilà. Très bien. Peut-être aussi une question par rapport à ce PLF. Juste par rapport à la méthodologie, si vous avez une idée de comment ces hypothèses sont formulées. Je ne suis pas effectivement donc, le ministère des Finances, mais si vous permettez, je pourrais vous dire que les équipes du ministère des Finances sont des experts de haut niveau et qu'en réalité, ils ne pourraient pas se prononcer et lancer des chiffres comme ça, parce qu'au fond, ils sont en contact permanent avec les agences de notation, avec le FMI, et qu'il en va de la crédibilité des comptes publics du Maroc. Est-ce que vous pensez que ce PLF est plus sur une logique budgétaire ou logique d'investissement? Je crois que les deux. Les deux, parce que tout simplement,
effectivement, les dépenses augmentent, surtout qu'on est obligé d'augmenter les dépenses pour suivre les différents chantiers, notamment sociaux et de la construction de l'État social. Et en même temps, ben, l'effort d'investissement est là. Est-ce que vous pensez que l'effort d'investissement est là si on taxe davantage les grosses entreprises? Je ne pense pas que c'est lié, dans le sens où d'abord l'investissement sera un investissement public. Et justement, donc, si on revient aux fondamentaux du nouveau modèle de développement qui le préconise, en fait, il s'agit de créer une symbiose entre l'investissement public et l'investissement privé. Et par conséquent, le public va être le soutien, dans une première étape, de l'investissement privé, notamment à travers les outils comme le fonds Mohamed VI, qui est supposé justement prendre le relais de ce qui n'a pas été fait par les entreprises publiques pour lancer des partenariats publics-privés et pouvoir réaliser en fait l'ensemble des chantiers que le Maroc, dont le Maroc aurait besoin. Très bien. Un commentaire de l'SNTC. Le gouvernement s'inscrit un peu dans cette tendance mondiale de taxer les super profits. Pourquoi alors se limiter aux banques? Non, si vous permettez, bon, super profit, il faut définir ce que c'est que super profit, mais en tout cas, quand on voit que les grandes entreprises, c'est-à-dire les très grandes entreprises, au-delà de 100 millions de dirhams, seront taxées à hauteur de 35%, on peut dire que c'est un peu appliqué, dans le sens où c'est un niveau qui est quand même élevé et qui donc va permettre de redistribuer en quelque sorte ce qu'on pourrait donc appeler des super profits. Si on ajoute à ça donc la cotisation solidaire qui, dans le cas des mêmes entreprises, atteindrait donc 5%, même si c'est d'une manière progressive, donc je parle de l'impôt, en fait ça nous met dans un niveau de quasiment 40%. Il faut savoir qu'à 40% quand même, on atteint ce qui est communément connu comme un taux marginal et qui pourrait effectivement donc devenir dangereux si on va au-delà. Donc l'intérêt de cette mesure, c'est finalement effectivement, et je rejoins un peu ce que disait Sibn Saïd, en termes de moyens de financement, de rajouter la contribution sociale et solidaire à un peu plus de fiscalité et peut-être un peu plus de déficit. Même si sur ce dernier point, j'ai quand même une remarque, parce que quand on constate le déficit prévu dans la loi de finances 2023, il est à 4,5, et ça me laisse penser qu'en réalité, le gouvernement a trouvé des moyens, effectivement, pour financer au-delà du simple appel à la dette. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé donc, en 2022, puisque le gouvernement a réussi, et comme l'a bien dit Sissintissi, même si je ne suis pas d'accord sur la formulation, par un décret de complément de crédit, à financer les surplus de compensation à travers des financements supplémentaires comme les financements innovants qui ont augmenté de plus 13 milliards. Vous voulez réagir sur